Bonjour, excellent réveil à tous et merci de nous rejoindre dans Bonjour d'Algérie, votre magazine qui vraiment vous présentera le meilleur de l'actualité en matinée. Aujourd'hui, des invités d'honneur et oui, ils sont de véritables passionnés. J'ai nommé là Yasmine Sellem qui, elle, a consacré tout un pan de sa vie à la recherche. Elle a creusé, elle a été très loin jusqu'à la plus lointaine antiquité pour nous révéler les secrets de l'histoire de nos mets. Et oui, elle nous parlera d'art culinaire à travers son ouvrage, dont elle nous livrera les secrets tout à l'heure, Mémoire culinaire de l'Algérie. Donc, c'est aux éditions ANEP que ce livre est sorti. Et donc, nous en parlerons avec notre invité avec de plus amples détails. Autre passionné, Mhannek Mohamed, il est chef de chœur, donc il nous livrera un petit peu tout son savoir-faire en matière de polyphonie. On va un peu voyager avec de très belles voix, celle de la chorale Icosium. Et puis ce matin, vous aurez bien sûr le plaisir de retrouver nos amis du dimanche. Il s'agit en l'occurrence de Haïda Meshri qui nous parlera justement toujours de la rentrée scolaire et ce que cela implique aussi comme petit désagrément parfois. Et aussi, donc, comme elle nous livrera aussi quelques petits conseils destinés aux parents essentiellement. Je n'en dirai pas plus, on découvrira avec elle la thématique du jour et puis nous aurons le plaisir de retrouver Djaoudet Gessouma pour la rubrique littéraire. Aujourd'hui, donc, il y aura aussi Ait Mahiddin Yazid, notre rédacteur en chef, et aussi qui anime la rubrique donc ce matin, il nous emmènera directement vers l'antique Tagaste à Soukaras pour être plus précise. Ce matin, nous retrouverons également Mariam Moussaïd pour le coin vert. Elle nous fait découvrir la grenade et ses vertus. Voilà un petit peu l'essentiel de cette matinale. J'espère que vous passerez d'agréables moments en notre compagnie. C'est jusqu'à 10h pour ceux qui ne le savent pas encore. Donc, et c'est parti tout de suite avec un premier point météo signé Mina Abd. Bonjour Mina. Bonjour. Ça va? Ça va, bonjour à tous. Un petit couac. Ce sont les aléas du direct. Ça va? Oui, ça va, très bien. Une bonne matinée. Ce matin, donc, Alger se réveille sous un beau soleil. Et ça va continuer. Et qu'en est-il des autres régions? On va le découvrir. Oui, avec les cartes, bien sûr. Allons-y. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Effectivement, un petit peu de brume ce matin sur les régions côtières. Puis le ciel restera plutôt dégagé, toujours sur le centre et l'est du pays. On notera un ciel voilé vers les côtes ouest avec quelques passages nuageux vers les régions intérieures avec possibilité de quelques faibles pluies en journée. Quelques pluies également sur la Saoura, quelques orages sur le Sahara central, l'extrême sud, le Hogar et le Tassili. Et puis bien sûr, un ciel dégagé sur le Nord Sahara, les oasis, encore le Sahara oriental. Les températures de cet après-midi, on notera sur la moitié nord 31 degrés du côté d'Alger. On notera 32 degrés à Oran, 36 chez le Vrilizen, Tiaret, 26 degrés. À Annaba, 30 à Constantine, Betna, 30 également. À Gardaya, on notera 31 degrés. Hassim Saoud, 41 degrés à Ilizi, 40 à Insalah. Et enfin 42 degrés, ce sera la maximale à Borjouadji Mouhtari Ingezam. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. On notera une mer calme, peu agitée sur l'ensemble des régions côtières avec des vents entre 20 et 40 km/h à l'ouest et au centre et entre 10 et 20 km/h vers les côtes est. On passe tout de suite à l'Amérique du Nord pour cette journée. On aura droit à un petit peu de tout. Des nuages, des pluies également, notamment du côté de New York, un ciel dégagé. À Miami, peu nuageux, à Mexico ainsi qu'à Montréal. Et puis côté température, on entre à 24 degrés à Vancouver, 26 en Californie, 28 à Dallas, 24 à Mexico, 28 à Miami et enfin 14 degrés à New York. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Un peu de tout, vous disiez Mina, en Amérique du Nord, un peu comme chez nous. Un peu comme chez nous. Oui, on est un pays continent, il faut le rappeler. Les 4 saisons en une seule journée. Oui, tout à fait. Si on sillonne le pays du Nord vers le Sud, on aura droit à plusieurs saisons. Plusieurs saisons, du soleil, de la pluie, des orages, voilà.
Voilà, et surtout un beau soleil qui règne un petit peu et de bonnes actuellement sur le températures. sud. Exactement. L'occasion justement pour découvrir les belles étendues désertiques de notre pays qui sont Exactement. magnifiques en cette saison Tout à fait, de tout à l'automne. Je vous souhaite une excellente journée, Pareillement. Amina. Voilà, Merci. on vous retrouve à midi, n'est-ce pas? À midi, à 19h. Et à 19h par la suite. Bon, on commence par midi. On commence par le midi. Hein. Voilà. Et en parlant de commencement, justement, au commencement de l'émission, quoi de mieux que de la musique pour accompagner votre réveil? Et c'est parti tout de suite avec Bill.
Et c'est avec de la douceur qu'on intègre la rubrique et l'espace sur lequel règne Aïda Mechri. Bonjour Aïda. Bonjour Rabi. Ça va? Alhamdoulilah. Ça vous convait? Ah oui, c'est agréable. Je vous ai senti vraiment magnifique. Et ailleurs. le cadre, et le décor, et la musique. Alhamdoulilah. C'est vrai que tout à l'heure avec Mina Abd, on évoquait la diversité du climat dans notre pays. Ouais. Donc, et là, grâce à cette chanson, ou plutôt cette musique signée Bilal Bouchnine, on vient de voyager à travers la côte algérienne, la sublime côte algérienne. Combien que Le c'est relief est magnifique. Hein, vous avez vu. magnifique, magnifique. Voilà. Ça repose, ça nourrit. Alhamdoulilah. C'est parmi les images, parmi les bons moments qui nourrissent un peu notre âme. Donc, il faut vraiment trouver un peu ces petites parenthèses pour que les personnes puissent se ressourcer, avoir ce retour, ce recul pour mieux lire, justement. Voilà. Un peu comme les élèves qui se sont ressourcés pendant toute cette saison. Certains d'entre eux ont pu profiter justement de la mer et de ses vertus. Et là, c'est le retour vraiment en classe. Il n'est pas toujours synonyme de bonheur pour tous, n'est-ce pas? Certains se réjouissent de la rentrée, Tout à fait. pendant que d'autres C'est un peu vivent compliqué. quelques petites difficultés. Absolument, absolument. Je crois que c'est très intéressant de pouvoir s'arrêter sur ces thématiques actuellement, avec les débuts avec la rentrée et le début de la scolarité, pour la simple raison, c'est une très bonne manière de lire un peu les défaillances, de mieux comprendre qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, comment vraiment réparer, corriger. Sinon, on va se retrouver vraiment la veille des examens ou après cycle d'examen ou après vraiment le fin d'année avec des résultats qui ne sont pas forcément très satisfaisants. Et ça, c'est un retour dans un cadre qui peut être vraiment très toxique. On peut retrouver le décrochage scolaire, l'échec, on peut retrouver vraiment un retard, on peut retrouver vraiment des situations complexes, très conflictuelles dans les établissements scolaires. Et je crois que pour une fois, il faut vraiment s'arrêter pour mieux réfléchir, mieux voir et avoir ce recul pour vraiment offrir à l'enfant ce qui va, ce qu'il lui faut en fait pour un bon démarrage. Absolument, Voilà. absolument. En parlant de démarrage justement, cette année scolaire a été marquée spécialement par un changement de cap au primaire, donc suppression de l'examen. Donc, qui était un petit peu la hantise de ceux qui terminaient ce premier cycle, le cycle primaire. Donc, la 5e année, donc le passage désormais se fera sans l'examen final, n'est-ce pas? Absolument. Et probablement aussi, c'est un grand retour pour qu'on puisse reprendre, voir l'enfant dans ses compétences, dans son acquisition, comment on peut vraiment l'accompagner, pas pour qu'il puisse réussir un examen, mais pour qu'il puisse écrire, lire, calculer, pour qu'il puisse acquérir les bases essentielles dans l'enseignement, là où probablement que dans notre rythme, avec cette rapidité, on a fait abstraction à tout ça. Et c'est comme si on a plongé dans un monde de gavage, là où on donne les informations d'une manière qui ne sont pas forcément très structurantes pour l'enfant. On donne plus l'importance à la note de l'examen plutôt qu'à la compétence de l'élève lui-même. Est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'il a la maîtrise de pouvoir vraiment voler avec ses propres ailes, répondre seul, se voir et se projeter dans tout ce qui est apprentissage scolaire? Je crois que c'est un arrêt très important qui va nous permettre, bien sûr, de revenir sur ce qui a été fait, qu'est-ce qui va et comment vraiment compléter ces défaillances chez nos élèves. C'est vrai que la suppression d'un tel examen va permettre aux élèves qui ont travaillé pendant toute l'année, qui ont quand même fourni un effort, eu un rendement loin de tout stress et loin de cet ultimatum qui entoure cet examen stressant. Donc, ils ont travaillé pendant toute l'année, ils ont fourni des efforts, ils ont été performants sur certains examens, ils ont eu quand même des notes plus ou moins moyennes, etc. Donc, c'est vrai qu'un examen aurait pu les exclure, mais un passage qui prend en considération toutes leurs aptitudes va les aider justement à aboutir au deuxième cycle, le collège, en toute sécurité. Absolument. Et vous savez, ce qu'on a échangé avec les parents, les enfants, c'est cette
pression, c'est ce moment de stress qu'on n'a pas l'habitude de voir chez les petits. C'est cette atmosphère très angoissante dans laquelle on peut retrouver les enfants que la veille des examens ils commencent à somatiser, ou c'est un blanc face à la feuille de l'examen, ou carrément une phobie scolaire. Vous savez, les phobies, c'est vraiment refuser de retourner au banc de l'école sans qu'il y ait une cause réelle. Ça veut dire qu'on peut retrouver des symptômes qui vont bloquer l'enfant, il y a beaucoup de situations que j'invite aujourd'hui les mamans à voir ça de près. Souvent, les enfants, ils sont pas capricieux, c'est pas parce qu'ils le font exprès, c'est pas parce qu'il a envie de jouer, mais s'il y a quelque chose quand même de l'intérieur de lui-même qui est de l'ordre émotionnel, qui a probablement peur, il ne sait pas vraiment affronter, peut-être qu'il est disqualifié, peut-être qu'il est harcelé quelque part, c'est cette image de l'autre, il y a beaucoup de choses, peur qu'il y ait quelque chose à la maison, c'est cette séparation aussi, ce sont des thématiques qui nous donnent un peu le contexte pour pouvoir vraiment lire de près la différence des enfants et comment ils peuvent vivre ça. Je crois que revenir pour accompagner l'enfant au cours de l'année, comme ça, sans qu'il y ait ce premier, deuxième, troisième... Voilà, s'il y a un petit problème qui se révèle déjà au premier trimestre, on peut déjà rebondir, l'accompagner, voir les carences, rencontrer les profs, etc. Et voilà, combler peut-être ses manques. Je crois que c'est le moment justement pour mieux voir, parce que vous savez, la première dizaine ou le premier mois déjà de la rentrée scolaire, tout devient très très clair entre ceux qui ont des troubles de l'apprentissage. Et ça, je souligne parce que tous les professionnels qui nous entourent, et ici même présent au plateau de Bonjour d'Algérie, il y avait beaucoup de professionnels qui ont parlé de ces troubles, que ce soit dans le spectre de l'autisme, dans les troubles de l'apprentissage, qui est cet handicap la dyslexie parfois, qui n'est pas détectable d'emblée. Absolument, si on simplifie, c'est que l'enfant n'a pas la maîtrise de pouvoir vraiment calculer ou d'écrire ou de vraiment se tenir dans l'espace. Et je crois que c'est là où il faut vraiment voir de près, c'est sans vraiment se mettre dans tous ces états. Parce que souvent, on a vu la colère et l'anxiété chez les parents qui sont souvent dans une détresse, ils ne savent pas trop comment gérer et souvent, ils se précipitent vers tout ce qui est solution rapide sans qu'ils puissent s'arrêter, se contenir d'abord dans leur colère, dans leur mécontentement, dans leurs angoisses personnelles. Personne ne veut que ses enfants échouent à l'école. C'est le rêve de tout le monde que ses enfants puissent réussir avec les meilleures moyennes. Mais aujourd'hui, c'est vraiment prendre ce recul sans qu'il y ait le chantage. Parce que vous savez, non seulement il n'y a pas le diagnostic exact, parce qu'on ne sait pas trop si l'enfant ne s'adapte pas avec le contexte ou il présente des troubles dans lesquels il faut vraiment le prendre en charge, c'est des spécialistes. Dans ces moments, les parents peuvent utiliser par exemple des méthodes de chantage affectif. Je t'aime pas, si tu fais, je vais t'offrir, je ne vais pas t'offrir. Il y a quelque chose qui va bousiller cette relation parce que si on parle de comportement, on veut que l'enfant change son comportement, mais il ne faut surtout pas le toucher dans son âme propre. Je t'aime pas, ça c'est lui, pas le comportement qu'il vit. Alors on ne sait pas c'est les professionnels qui vont nous répondre à travers des bilans, à travers des entretiens, à travers des rencontres aussi, là où il ne faut pas vraiment hésiter à habiter ces espaces pendant le début de l'année au lieu que ça soit un peu dans un espace tardif pour qu'on puisse vraiment comprendre. Est-ce qu'il a un trouble, il a besoin d'auxiliaire de vie, il a besoin d'un accompagnement, il a besoin d'un cadre particulier, il a besoin de cours particuliers pour pouvoir vraiment le soutenir dans ses compétences, ou non, c'est son propre comportement qu'il faut travailler dans le thérapeutique, que ce soit avec les parents, avec les professionnels, à changer. C'est pour ça qu'on dit à nos enfants, il faut dire à nos enfants qu'on les aime et que ce sont les personnes les plus chères dans notre vie, mais on n'aime pas un peu leur comportement. Même s'ils refont l'année. Absolument. Même s'ils refont l'année. Oui. Alors là, ça devient un peu plus difficile parce qu'il y a un phénomène de honte, un phénomène de culpabilité. Celui qui refait, il porte déjà une
une étiquette, un regard très différent. Et souvent, c'est un regard très disqualifiant. Alors, si on continue à alimenter ça, on va toucher quoi? On va toucher son estime de soi, d'abord, mais aussi, c'est sa relation, comment il va se projeter avec l'autre. Et souvent, vous savez, l'enfant, pour compenser ça, il passe vers des passages à l'acte, là où il devient un peu rebelle, il joue le clown dans la classe, il essaye d'attirer, soit il achète un peu à travers les objets, à travers de l'argent, des copains pour qu'il puisse... Et ça, il peut se retrouver vraiment dans des situations pour combler justement ce manque ou cette difficulté de pouvoir vraiment vivre les choses. Et je crois que là, rapidement, il faut vraiment travailler sur tout ce qui peut être motivation. Comment je peux motiver mon enfant? Je peux le motiver à travers ce qu'il peut vivre et rêver de l'intérieur de lui-même, ses idées à lui. Il y a des enfants qui ne peuvent pas se projeter. On peut citer des exemples, Par exemple, celui qui veut être avocat comme son père, celle qui veut être médecin comme sa maman, un coach, un artiste comme ça qui pourra faire les beaux-arts après. Il y a quelque chose comme ça qui peut projeter l'enfant dans ce qu'il sait faire ou ce qu'il aime. Il faut vraiment l'accrocher ici et maintenant avec quelque chose de palpable pour qu'il puisse comprendre que demain, il aura sa propre société. Mais sauf qu'il faut qu'il sache un peu calculer mieux pour gérer le personnel et gérer une société dans laquelle il va gérer. Il va vraiment construire un atelier qui saura peut-être lui offrir ses écrans, ses jouets, cet espace dans lequel il va se retrouver, vraiment retrouver quelque chose de l'intérieur. Mais aussi, il y a des enfants si je comprends bien, oui, allez-y. Juste, je rajoute oui, ça, sûr. il y a des fois où il y a des enfants qui ne peuvent pas rêver. Pour eux, il n'y a pas d'objectif. Travailler parce que maman me demande d'aller à l'école, ils se retrouvent là parce que c'est par obligation. Qu'est-ce que tu vas faire demain? Qu'est-ce que tu peux imaginer et construire avec tout ça? Souvent, il n'y a pas de réponse parce que c'est pas moi, c'est maman. Et quand il a les 18, les 15, les 16, les 3, les 2, c'est pour maman. Donc, ce n'est pas vraiment sa feuille à lui de ce qu'il peut construire, mais c'est pour l'autre. Et c'est pour ça qu'il sent un peu le retour de cette colère de l'autre, là où il n'est pas satisfait, parce qu'on veut l'obliger à faire, et là, il n'arrive pas à nous offrir ce qu'on veut. Je crois qu'il faut revenir... Dans le cas de figure, justement, Aïda Mechri, où les parents ne sont pas suffisamment attentifs ou très pris par la vie pour écouter leur progéniture, et que l'enfant se retrouve justement dans ce cas de figure d'un redoublement, il refait l'année, il a l'impression d'avoir échoué. Si les parents ont recours uniquement aux cours de soutien, donc pour eux la solution, Par l'argent, expérience. les cours, Regarde. allez, il n'a pas réussi, tiens, on va lui payer des cours et peut-être que ça ira mieux. Est-ce que les cours de soutien peuvent toujours régler le problème? Regarde, si c'était une solution facile, moi je dirais ça peut aider les gens qui ont peut-être des défaillances, un manque dans le bagage intellectuel ou quelque chose, dans tout ce qui est basique, dans les matières. Mais aussi, ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas cette motivation, cette force de l'intérieur, là où il y a comme rivalité. Vous savez, il y a des enfants qui rivalisent avec les aînés, avec les frères-sœurs. Il a réussi, je vais faire. S'il n'y a pas cette batterie, cette chaleur dans le regard, s'il n'y a pas cette présence, s'il n'y a pas cette force de pouvoir vraiment s'y mettre, le recul des parents, l'absence des parents peuvent être vraiment fatales dans ces moments. Et on a vu les parents qui voulaient acheter à tout prix avec des prix vraiment très exagérés. Et leurs enfants n'ont pas réussi le bac, n'ont pas réussi le BM, n'ont pas réussi leur examen de scolarité. Ils reviennent avec, ça n'a pas marché, soit pour culpabiliser l'enseignant qui n'a pas su donner, comme c'était une arnaque, quelque chose de cet ordre, et je souligne un peu ce contexte dans lequel il faut revenir de près parce qu'on est en train d'observer un peu ces défaillances, soit parce que il y a toujours cette partie psychologique qu'on veut ne pas la voir. Si c'était dans le matériel, dans ce qu'on pouvait donner et offrir, les choses pouvaient être beaucoup plus faciles. Mais je crois qu'il faut revenir à cette construction, à ce vécu, à cette estime de soi, à cet amour et à ce plaisir de pouvoir apprendre. Et ça se fait dans la présence de l'autre. À vous entendre, Aïda Mechri, on devine un petit peu que la personnalité commence un petit peu à être visible ou, perceptible déjà dès la prime enfance. Au primaire, déjà, l'enfant se construit. Mais voilà, moi je voulais, pour finir et pour clore cette rencontre, votre point de vue de psychologue par rapport à ces changements donc décidés par le ministère de l'Éducation quant à la suppression de ces examens de la 5e. Avec donc votre recul de psychologue, qu'est-ce que vous en pensez? Nous permettre de nourrir un peu l'enfant dans son espace, qu'il puisse vraiment
vivre ce qu'il y a dans ces processus d'apprentissage avec force, va nous permettre bien sûr de lui permettre de voler encore plus loin et de comprendre un peu les défaillances et de pouvoir les corriger sur le parcours scolaire. Sinon, si on met de la pression, si on veut vraiment par baguette magique qu'il y ait juste des excellents comme ça, rapides, les gens qui vont sauter dans l'air avec des moyennes extraordinaires, moi je crois qu'il faut vraiment revenir pour travailler sur les compétences et surtout sur la différence. Parce qu'aujourd'hui, les enfants sont très très différents et je crois qu'il faut vraiment pouvoir permettre à nos enfants de pouvoir vraiment s'inscrire dans leurs différences, dans ce processus pour qu'ils puissent vraiment trouver un chemin. Et ça, ce n'est pas rien du tout. C'est énorme parce que ça nécessite un travail des parents pour qu'ils puissent vraiment le nourrir. Ça nécessite aussi un travail des professionnels eux-mêmes parce qu'on parle des enseignants. Les enseignants, qu'est-ce qu'ils vont leur offrir, comment ils peuvent détecter les symptômes et puis inviter les parents à s'inscrire pour réparer, comment vraiment exiger qu'il y ait vraiment une prise en charge. Et je crois que cette prise en charge ne se limite pas juste à une parole, j'ai fait, j'ai donné, c'est un processus qu'il faut vraiment le vivre et je crois qu'on aura le temps pour revenir, pour vraiment préciser et lire entre les lignes comment on peut construire pour offrir à nos enfants le meilleur qui peut vraiment nourrir leur scolarité. Peut-être qu'un beau voyage pourrait aussi être une belle perspective, un bon, une belle carotte comme ça ou un bon lièvre pour avancer. Absolument. Donc parce que c'est vrai qu'il faut profiter peut-être cette semaine de visiter le Salon international du tourisme, donc abrité par la SAFEX, donc le Salon des expositions des pas maritimes à Alger. Donc je ne sais pas si vous y avez fait un tour, Aïda, pas encore. Je vais en profiter. Voilà, parce qu'il y a de très belles propositions de voyages, de séjours, de découvertes. Donc, peut-être que cela motivera vos enfants, vos adolescents à bien travailler cette année, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Il faut bien profiter, bien sûr. Merci en tout cas infiniment pour tous ces conseils. Aïda Mechri, on vous retrouve dimanche prochain. Inch'Allah. Quant à nous, on va tout de suite découvrir et voyager dans les couloirs et les stands du CITEV pour parler surtout et notamment de nouvelles technologies et du voyage, et comment elles servent justement les voyages actuellement. Promouvoir la destination Algérie est le but de toutes les agences de voyage présentes au Salon du tourisme. Tous les moyens et toutes les techniques nécessaires sont adoptés pour attirer les touristes, à commencer par les réseaux sociaux. À travers nos pages sur Facebook, Instagram et notre site sur Internet, on essaie toujours de promouvoir la destination de Gardaïa. On donne des explications sur différents sites. Le but principal, c'est de promouvoir les destinations non connues. Et après, la méthode, c'est selon réseaux sociaux, flyers, participation aux foires, bouche à oreille. Les agences de voyage se basent aussi sur cette technologie, le code QR. Il suffit simplement de scanner ce code et toutes les informations recherchées apparaîtront. Destination, tarifs et autres détails. Un moyen facile et efficace pour planifier ses vacances. Un des concepts qu'on essaye d'utiliser dans ce domaine aussi, c'est le numérique et la portabilité. Par exemple, on a généré pour chaque destination un code QR. Ce code QR renvoie sur une page Internet. Cette page Internet, vous allez trouver toutes les informations de la destination. Nous avons constaté que actuellement, le grand public est très friand des nouvelles technologies, notamment tout ce qui concerne les réseaux sociaux, les applications mobiles, les plateformes de réservation. Et dans ce sens, donc, nous portons une grande importance à l'utilisation de ces nouvelles technologies. Promouvoir nos sites touristiques est devenu plus facile grâce aux technologies numériques et les réseaux sociaux. Un nouvel outil que les agences de voyage utilisent désormais pour capter le flux des touristes du monde entier.
voilà, nous sommes de retour, mesdames, messieurs. Merci d'être avec nous ce matin. Donc, ravi de vous retrouver comme chaque dimanche. Aujourd'hui, nos invités sont de véritables passionnés. Ils sont accompagnés d'un membre de l'équipe quand même, Myriam. Bonjour, Myriam. Bonjour. Ça va? Très bien. Myriam Moussaïd qui nous fait voyager à travers, bien sûr, les vertus des plantes, des fruits, des légumes, etc. Oui, toujours. Aujourd'hui, elle nous parlera de grenade. Voilà, la grenade est visible déjà sur plateau. Donc, mais bien sûr, ça va peut-être nous aider aussi à aller vers notre amie qui est là, Madame Yasmine Sellem, qui, elle, je le disais tout au début de l'émission, est véritablement passionnée par ce qu'elle fait. Elle a prospecté pendant très longtemps, elle a fait des recherches, elle a procédé à pas mal de recherches qui nous emmènent vers la lointaine histoire de notre pays, jusqu'à la préhistoire, n'est-ce pas, Madame Yasmine Sellem? Et tout ça pour nous révéler les secrets de tous les mets qu'on connaît et qui nous sont parvenus depuis les anciens temps, donc par le biais de nos gènes, on dira. Tout à fait, voilà. Exactement. Donc on a un très bel héritage culinaire en Algérie, n'est-ce pas? Tout à fait. Qui méritait d'avoir un livre académique comme celui que vous nous offrez, donc Mémoire culinaire d'Algérie. Très bien. Voilà, on va en parler avec de plus amples détails, le temps de présenter aussi notre autre invité, ici passionné. Donc vous partagez un point commun tous les deux, puisque vous avez, vos passions se sont surtout révélées à la retraite, n'est-ce pas? Donc bienvenue Monsieur Zidoul Hawes, qui justement par passion est devenu guide touristique. Oui, je suis après ma retraite. Avant j'étais un randonneur, j'ai sillonné l'Algérie et tout. Après ma retraite, c'était patient. Je me suis spécialisé dans les horaires, en randonnée, les sorties. J'avais des amis, On va déroger un petit peu à la tradition parce que c'est vous que j'interviewe au début, dans la mesure où on vient de parler du Salon international du tourisme, donc qui a ouvert ses portes en fin septembre, qui sera clôturé aujourd'hui, donc le 2 du mois d'octobre. J'imagine que vous avez voyagé à travers les couloirs du CITEV aussi. Oui, j'étais les 3 jours des salons, j'ai sillonné pour rencontrer les amis que je connais, les agences touristiques, les guides, les passionnés et tout. Avant de devenir vous-même guide touristique, est-ce que vous avez beaucoup voyagé? Oui, j'ai voyagé à travers l'Algérie, comme tous les jeunes algériens, le sud, est, ouest. Mais actuellement, je sillonne pratiquement les Aurès parce que c'est une grande région. Oui. Qu'est-ce que vous aimez le plus aux Aurès? C'est le contraste de la région. Le relief est magnifique. Le relief, les Aurès, c'est les couleurs, la lumière, le contraste. Il y a la présence du nord, du sud, le cèdre, le palmier. C'est un contraste qu'on ne trouve qu'aux Aurès. Est-ce que le relief donc des Aurès vous inspire pour parler aussi de cette région et de ses particularités culinaires, Madame Yasmine Sellem? Complètement. Pour commencer, je vous dis merci pour l'invitation et je remercie les personnes qui nous regardent en ce moment. Oui, parler des Aurès, et vous savez que c'est une région où il y a des plats qu'il faut découvrir. Oui. Et parler des contrastes, des couleurs, mais il y a aussi l'altitude. Tout à fait. L'altitude et les latitudes, la latitude des Aurès. Et quand vous montez, parce que c'est la montagne, et chaque fois que vous faites quelques mètres de plus, tout change. C'est une autre végétation, c'est d'autres animaux peut-être, c'est une autre lumière. Et donc les Aurès, c'est à découvrir. Et il faut découvrir aussi ces plats et ces préparations qui sont fascinante de simplicité, mais fascinante aussi savoureuse de goût et d'authenticité. Donc moi, j'ai des souvenirs. Tout à l'heure, en coulisses, je parlais avec M. Hawes et je lui ai dit que quand j'ai commencé ma carrière, j'ai été chargée de choisir des endroits pour l'emplacement de stations météorologiques. Ma première visite, c'était les Aurès pour choisir l'emplacement d'une station météorologique. Et là,
j'étais la seule femme de la délégation. Et donc, à midi, on m'emmène dans une maison où je devais manger avec les femmes. Et j'ai découvert des plats et des préparations extraordinaires. Et j'ai tiré un bout de papier, je voulais écrire. Et une vieille me dit, mais vous êtes folle. Vous avez des magasins, vous avez des supérettes, vous avez de bons produits. Nous, on vous donne ce qu'on a, mais on a honte de ce que vous... Mais je lui dis, mais c'est ça, c'est le goût, le véritable goût. C'est ça, le vrai, et c'est ça. Et à partir de là, c'était ma première sortie. Et à partir de là, j'ai toujours été dans mes visites avec un calepin où j'écrivais les recettes. D'ailleurs, vous avez été jury dans une célèbre émission qui met en relief les talents culinaires des participants. Donc, vous avez pris part à ces challenges. Vous avez vu un petit peu comment les chefs ailleurs puisaient dans leur terroir pour avoir les meilleures recettes. Et donc là, est-ce que ça s'applique chez nous? Pas très. Pourquoi? Parce que nos jeunes ne connaissent pas notre patrimoine. Et je me rappelle qu'un jour, il y avait un jeune à qui je lui ai dit viens apprendre ce que je fais, je t'apprends mes recettes. Il m'a dit non, moi ces recettes, ça ne m'intéresse pas. Moi, si vous voulez, je peux vous faire des recettes universelles. Mais non, moi je lui ai dit, c'est l'Algérie qui m'intéresse, c'est le patrimoine algérien qui m'intéresse. Donc, si toi, jeune, tu ne veux pas le prendre en charge, moi je suis vieille, je suis l'ancienne génération. Qui va le transmettre si tu ne le prends pas en charge? Et en plus, quand on est jeune et quand on veut s'investir dans la cuisine universelle ou d'un pays autour de la Méditerranée pour des Algériens, vous serez toujours, vous n'aurez jamais la chance de percer parce que ceux qui vivent dans ces pays perceront avant vous. C'est un peu comme l'art, de manière générale, parce que si on ne sort pas cette particularité qu'on a héritée de nos ancêtres, si on ne met pas en relief notre propre personnalité ou notre héritage, on ne peut pas percer dans l'universel, effectivement. Et on sera toujours un imposteur. Voilà. Si moi je me spécialise dans une cuisine maghrébine autre que l'Algérie, je serai une impostrice. Mais si je m'implique dans la cuisine algérienne, personne ne viendra me revendiquer le droit d'être la seconde. Non, je suis la première. Et puis, il faut la faire avec science. Il faut la faire avec passion et science et avec recherche. Sinon... Revenons un petit peu aux Aurès avec notre ami ici présent, Zid El Houess. De très belles photos ont montré tout à l'heure le relief et ce contraste que vous décriviez, ce contraste de couleurs, ce contraste de lieux et aussi de paysages et aussi de traditions multiples qu'on retrouve aux Aurès. C'est vrai que si je suis un touriste et que je viens dans un pays, j'ai envie de découvrir les mets traditionnels, le costume traditionnel des régions que je visite. Est-ce que vous arrivez à le faire avec vos groupes de touristes? Oui, parce qu'on organise des sorties thématiques à thème pour valoriser le patrimoine aurassien. On fait visiter à nos touristes les lieux, là où il y a la tradition vestimentaire, le patrimoine culturel, culinaire et tout. Il y a encore des villages authentiques dans les Aurès, n'est-ce pas? Au cœur, au fond des Aurès. Il y a des villages berbères qui existent, oui, sont intacts. On peut les visiter, faire visiter pour montrer la culture locale et tout, pour les touristes, pour les passionnés. Oui. Il y a aussi toute l'histoire antique. Voilà, les Aurès, c'était une zone de passage. Toutes les civilisations ont passé par les Aurès. Voilà, parce qu'on trouve l'Antiquité, la période médiévale, moderne et tout. Donc, c'est un brassage intérieur, voilà. D'accord. En tout cas, on raconte pas mal d'histoires dans cette région. On peut remonter jusqu'à l'arrivée, par exemple, de l'islam et de la Kahina, qui était là dans cette région, qui a lutté farouchement. Et puis après, il y a toute cette histoire de l'avènement de l'islam, par exemple, ne serait-ce que cette époque-là. Et puis, il y a cette lointaine antiquité qui est marquée par des vestiges historiques et archéologiques d'une grande beauté.
Oui, j'ai dit que les Oasis c'était une zone de passage des civilisations et c'est pratiquement c'est la région la plus romanisée pendant l'Antiquité romaine. On trouve beaucoup de vestiges romains sur les sites. Bon, belle romaine bien sûr. Voilà. La meilleure ville, c'est Timgad. Voilà, oui, Timgad est d'une grande beauté, très bien conservée. Voilà. Des routes romaines qui mènent vers la Tunisie. Les thermes. Les thermes romains. Les temples. Oui, les temples, éparpillés là, les basiliques qui tournent, tout ça. Et comme je dis à madame, on trouve l'olivier. Il y a de très belles huileries anciennes, antiques, donc qu'on voit comme ça, qui sont à ciel ouvert. Oui, à l'air libre. Il y a un olivier à Khenchela ils disent qu'il date de 3000 ans. Ah, c'est possible. Ils donnent des olives jusqu'à maintenant, oui. Oui, Oui, d'ailleurs, je citais tout à l'heure, la Kahina avait pratiqué la politique de terre brûlée. Elle avait sacrifié des oliviers pendant ces batailles. Mais ça n'a pas empêché la région de conserver jalousement tout ce legs, tous ces arbres qui donnent de très bons fruits pendant la saison où nous sommes, en automne, n'est-ce pas, Mariam? Oui. Oui. Bon, on ne va pas parler d'olives aujourd'hui, on le sait avec vous. Mais voilà. Avant de parler de la Grenade, on va peut-être découvrir quelques photos que nous a amenées notre ami ici présent, donc Zidoul Hawass, et qu'il commentera d'ailleurs. Ça, c'est le village médiéval de Mena. Il est en plein cœur des Oras, sur la vallée de Oued Abdé. Cette photo, non, pardon, c'est pas Mena, c'est Inoris, c'est la période des pommes. Hein. Ah, les pommiers! On a organisé une randonnée pour la cueillette des pommes. Voilà, sur 15 km entre les vergers et les pommiers. Il y a une région très célèbre dans les Aurès, c'est le village de Inorissen. Oui, Inorissen. Et il y a Ngaous aussi qui produit donc, des abricots exceptionnels, donc, qui servent justement dans les mets traditionnels de la région et qui sont conservés même séchés. Il y a différentes manières de les conserver ou de les déguster. Oui, on va peut-être voir une autre photo, je ne sais pas. Oui, tout à fait. C'est toujours on est dans le village d'Inorissen. On est à 1700 mètres d'altitude. Derrière, on peut voir, c'est le mont Chilien. Il est derrière. Ça, c'est le circuit. Ça, c'est le circuit de la randonnée. On commence par le village d'Inorissen, on remonte jusqu'à les vallées le mont de Chilien. Donc, on est à pratiquement 1700 mètres d'altitude. Et c'est des pommes de bonne qualité parce que la pomme aime le froid et l'altitude. Et l'altitude. Voilà, et c'est vrai que leur réputation est plus à faire. De toute façon, quand on va sur les marchés tout de suite, on demande de la pomme algérienne. Voilà. Ah oui, c'est moi clair je demande de la pomme algérienne. Très prisé et d'un goût exceptionnel. Donc, au gré des voyages, vous faites découvrir aux touristes que vous accompagnez donc toute la beauté de ces régions en particulier. Donc, voilà. Est-ce que vous avez comment s'est révélée cette passion? Être guide touristique, ça ne vient pas comme ça. Avant, j'étais un randonneur. D'accord. Dans la sillon algérien, avec les amis, avec les clubs de randonnée et tout. C'est tout le Grand Sud. Les tracks et tout. Mais après, comme les Oras, il y a quelques points que les touristes visitent. Par exemple, le Roufiche, il y a le reste, la majorité des autres est inconnu. Voilà, ils ne connaissent pas, oui, bien sûr. Donc, j'ai eu cette idée de créer des circuits touristiques, soit en randonnée ou bien en track, pour faire découvrir la région. Et vous essayez de trouver, on va dire, de nouveaux circuits, des secteurs qui n'ont pas été découverts? Oui, chaque fois on explore un circuit et on organise des sorties thématiques. Par exemple, cette sortie qui m'a dans cueillette des pommes, c'est parce que c'est la période des pommes. Oui. Prochainement, ce sera peut-être une randonnée cueillette des dattes. Donc, plein palmeraie de site de Tolga, des randonnées. Et chaque fois, s'il y a des fêtes locales et tout, on crée un circuit, on invite des gens pour profiter, justement, pour faire profiter plutôt les citoyens qui habitent là. Et tout, on invite des gens.
Et on crée un circuit touristique pour intégrer la région, les fêtes et tout. Il fait découvrir aux gens ça. Oui. En parlant de découverte, justement, Yasmine Sellem, ici présente, vraiment on est honoré de vous recevoir. C'est un travail académique d'une grande valeur que vous offrez aux Algériens. Vous explorez la gastronomie algérienne par le prisme de l'histoire et de l'alimentation, donc et aussi par la littérature gastronomique à travers le temps. C'est ça qui fait la particularité de cet ouvrage, parce que vous avez cherché, mais vous avez été vraiment même dans des ouvrages littéraires. Ceux d'El Moutanabi, par exemple, on ne soupçonnerait jamais. C'est vrai, on ne se dit pas, on va trouver une recette où là, une allusion à une recette sur El Moutanabi, mais on peut trouver. Et donc, pour faire un livre aussi, c'est-à-dire documenté, donc il faut ratisser large, il faut lire beaucoup de choses. J'ai lu même des livres du département de guerre français qui parlait des produits algériens anciens, qui étaient exposés lors de l'exposition universelle de Paris de 1855. Et il parlait de ces produits algériens qui sont venus de cette colonie nouvelle. Et donc, voilà. Et c'est là où on trouve, ah tiens, ce produit existait déjà. Ce produit est là. Et donc, quand... Ça c'est quand même, ce sont des ouvrages littéraires à la portée des Algériens, on dira. Mais vous avez été jusqu'aux ouvrages chinois. Vous avez vraiment épluché des ouvrages chinois, des ouvrages. Voilà, vous avez un petit peu cherché à travers Rome et l'Antiquité. La Grèce, Babylone. Et donc, si on veut parler de gastronomie, on ne peut pas s'arrêter à 100 ans. 100 ans, c'est jeune, c'est hier. La gastronomie, c'est avec l'histoire de l'homme. Que l'homme est venu sur Terre, il a commencé à s'alimenter. Comment? Et alors, c'est là où des groupes mangent telle chose, d'autres groupes mangent telle chose, selon le biotope où ils vivent. Et donc, c'est comme ça que des habitudes alimentaires se sont créées un peu partout. Seulement, à l'époque, les hommes avaient la libre circulation. Et donc, je suis de cette région du monde, je prends mes affaires et je vais circuler, je vais voyager et je découvre d'autres peuples qui ont d'autres façons de faire. J'adopte, exactement. J'adopte et je leur apprends ce que je sais. Et donc, c'est ça l'homme avant. Après, l'homme qui se détruit lui-même a décidé de mettre des frontières. Et alors, il a coupé des ethnies entières en deux, parfois en plusieurs parties. Et alors, on trouve des similitudes entre pays limitrophes des frontières. Et ça ne lui a pas suffi. Il a décidé de mettre des visas. Et là, ça rend encore l'homme plus enchaîné à une terre, alors qu'il a l'habitude d'aller explorer ailleurs. Parce que toutes les recettes... En fait, l'héritage ne vient pas seulement de la région où nous sommes, mais il nous vient de tout un univers méditerranéen et même au-delà. Si on décide de faire payer des droits d'auteur pour des recettes, c'est grave. Nous, on aura le couscous et peut-être le berkoukis. Et d'autres pays auront beaucoup de choses. Mais là, non. Les recettes n'appartiennent pas à quelqu'un. Parce qu'une recette, elle naît en petite idée. Et chacun rajoute quelque chose pour qu'elle arrive à ce qu'on voit maintenant. Donc, elle n'appartient pas à une ethnie. Moi, quand je vois les gens se livrer des batailles par rapport à des paternités par chauvinisme, chauvinisme, ça ne sert à rien. La meilleure façon de protéger notre patrimoine, c'est de l'écrire. Tout à fait. Et dire ce que nous, cette recette, même si elle n'est pas née chez nous, nous lui avons apporté quelque chose. Pour certaines recettes, bien sûr. Le regard je vous ai interrompu. Le regard de Myriam depuis tout à l'heure est rivé sur cette couverture de votre livre, donc paru aux éditions ANEP lors du dernier Silla. Silla, exactement. La couverture, c'est avec... Il y a sa grenade dedans. C'est pour ça elle fait partie de notre patrimoine. Et la couverture, c'est généreusement que Hossein Ziani me l'a offert. Je me disais bien que j'avais reconnu la touche de Ziani. Oui. Et il est prêt à m'en donner d'autres si j'écris d'autres livres. Donc moi, je ne veux pas lâcher ça. Superbe couverture. Donc voilà, c'est une couverture qui en dit long sur l'Algérie. Oui. Myriam, quel est le premier document culinaire de l'histoire de l'humanité?
Elle vous pose une colle. Ah, c'est une colle. Elle lui pose une colle. Je vais demander à ma voisine peut-être qu'elle va me souffler. Je donne ma langue au chat. Ben non, vous avez une spécialiste à côté qui peut vous répondre. On va en profiter. Le premier document, c'est les tablettes de Yal. Oui. Les tablettes de Yal, ce sont des tablettes en argile où, avec l'écriture cunéiforme, donc de Babylone. On est à Babylone, voilà, oui, tout à fait. Il y a 45 recettes. C'est pas rien. Quand même. 45 recettes. Et quand vous voyez ces recettes, et c'est Jean Bottero qui a livré la traduction de ces recettes, et quand vous les lisez, vous vous dites, mais c'est des recettes qu'on connaît et qu'on fait. Ben, l'ancêtre de la baklawa est dans ces tablettes. D'accord. Ah oui, les feuilletages farcis de fruits secs avec du miel, ben ça existe. Et à l'université de Harvard, en 2018, ils ont essayé de reproduire toutes ces recettes et elles ont toutes été faites sans aucun problème. C'est-à-dire, les ingrédients on peut encore les avoir à quelques ingrédients près. Donc, c'est 2000 ans avant Jésus-Christ. C'est pas rien, ces recettes. Et alors, on vient me dire « Ah, mais cette recette, je l'ai créée. » Personne n'a rien créé. Nous avons tous créé. Tout le monde a participé pour créer ces recettes. Parce qu'une recette... Et un Romain, dans votre ouvrage, donc, a parlé des dates fourrées. Il les a faites. Voilà. C'est lui qui les a apparemment créées. Apicius, Gavicius. Un notable romain qui vivait dans cette région. C'était un éminent gastronome et cuisinier. Et c'était le cuisinier de l'empereur Tibère. Et lui, quand il manquait d'inspiration, c'est quelqu'un qui adore les choses extravagantes. Et quand il manquait d'inspiration, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait le bateau, il venait en Numidie et il s'inspirait sur ce qui se faisait en Numidie. Et il savourait le poulet numide. Parce que vous avez donné aussi la recette et l'histoire de la recette du poulet numide. Du poulet à la numide. Bon, la traduction du romain, du latin, c'est peut-être ça, mais il y a plusieurs traductions. Mais le poulet à la numide, est-ce qu'il a pris une recette numide qu'il a reproduite ou est-ce qu'il l'a appelé numide et c'est lui qui l'a créé? Là, on n'a pas d'information. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le livre d'Apicius, nous avons le poulet à la numide et moi, je le revendique et je le mets ici parce que nous sommes la Numidie. Exactement. Voilà. Et en plus, il parle des dattes fourrées. Nous avons toujours pensé que les dattes fourrées, ça a été créé il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est vrai que c'est très récent. C'est depuis l'Antiquité, c'est incroyable. Depuis l'Antiquité. En tout cas, et elles se font avec des fruits secs à l'intérieur et du miel et du poivre noir. Un peu très épicé. Et donc ces bonnes dattes que nous adorons, que nous offrons, nous viennent de l'Antiquité. Est-ce qu'il les a vues en Algérie, enfin en Numidie, ou est-ce qu'il les a créées? Là aussi, je n'ai pas d'informations. Mais peut-être qu'un jour, on aura l'information. En tout cas, il y a une ébauche d'informations qui est avérée dans cet ouvrage, Mémoire culinaire d'Algérie, qu'on va vraiment lire avec beaucoup d'attention. On va continuer justement de découvrir l'ouvrage avec vous. Mais avant, on va laisser Meriem nous raconter l'histoire de ce fruit qui est dans le coin de cette image, donc la grenade en particulier, ce petit fruit, mais plein de vertus. Et c'est tout de suite après ceci. Voilà. Alors, pourquoi je m'intéresse à la grenade? Pourquoi? Oui, allez. Parce que c'est tout simplement le début de saison. Donc, comme tu le sais bien, j'aime bien un petit peu me pavaner dans les marchés. Donc, il a attiré mon attention. Je me suis dit, tiens, on va parler aujourd'hui. C'est un beau fruit quand même. C'est un très beau fruit. Déjà, visuellement, il a une exactement, puisqu'il a inspiré aussi beaucoup de peintres qui ont peint la fleur. Voilà, il est là. Donc, voilà, on le retrouve sur les étals. C'est vrai qu'il est connu en Algérie, dans le monde entier, mais il faut savoir que ces dernières années, donc vraiment, ça a fait le boom. Donc, il est, on va dire, sous le feu des projecteurs, parce qu'on découvre que c'est finalement un fruit qui a énormément de vertus, et surtout la vertu principale que tout le monde recherche de nos jours, c'est les antioxydants. Donc qui contribue à garder le corps en bonne santé et surtout la jeunesse. Donc c'est pour ça en fait on va dire qu'il a été remis au goût du jour, mais il faut savoir qu'il était consommé depuis très très longtemps et que en fait il n'est pas vraiment originaire de la région puisqu'il nous vient de très loin. Oui, donc, tout à fait. Voilà, donc il vient d'Asie, n'est-ce pas? Exactement. Il vient d'Asie et pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, donc les légumes, les fruits, tout ça en fait se promener, on va dire
répartir librement sur toute la planète. Là où on passait, on prenait des graines et on allait les replanter des milliers de kilomètres un peu plus loin, on essayait. Des fois ça prenait, des fois ça prenait pas. Et donc pour notre plus grand bonheur, la grenade, le grenadier est un arbre qui est peu exigeant. Donc il s'est très très bien adapté dans tout le pourtour méditerranéen. Et voilà, donc, et aussi en fait il a cette faculté de pouvoir se conserver très longtemps. Donc ce qu'il fait, c'est qu'on peut le consommer on va dire quelques semaines ou même quelques mois tant que le fruit n'a pas été ouvert. Donc l'écorce va sécher, mais le fruit restera à l'intérieur. Et quand l'hiver est là et que la nourriture est difficile à trouver et tout, prendre quelques petits grains de grenade, c'est excellent pour la santé. On peut avoir l'apport en vitamine C, en vitamine A. On sait qu'il est gorgé d'antioxydants, énormément aussi d'autres vitamines et oligo-éléments. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va dire qu'aujourd'hui, on a fini par reconnaître la vertu de cette petite grenade. La grenade. Et il paraît que les archéologues ont essayé de retrouver de la grenade fossilisée, mais elle est très rare. Parce qu'il paraît que l'écorce ne reste pas, ne voyage pas à travers le temps. Effectivement, elle se, décompose. Voilà, elle se décompose. Vous savez que la grenade, c'est le fruit de la gastronomie andalouse. Oui. Et les Andalous avaient une technique pour conserver la grenade pour plusieurs mois. C'est-à-dire, ils peuvent la conserver jusqu'à 12 mois. Jusqu'à 12 mois. Ils avaient la technique de l'argile avec de la paille. Ils faisaient une pâte. Ils mettaient dedans, à l'intérieur, et vous l'ouvrez au bout de quelques mois, elle est intacte. Encore mieux qu'un congélateur. Exactement. Et oui, pourquoi ? Parce que la grenade, c'est un fruit de la gastronomie orientale. Parce que nous, en Occident et l'Andalous, notre cuisine, elle est orientale. D'ailleurs, on dit les gâteaux orientaux en Algérie. Mais en Algérie, c'est le Maghreb. Oui. Et donc, ce n'est pas l'Orient. Mais on est assimilé à l'Orient parce que notre gastronomie vient de là-bas. Et donc, la grenade, c'est le miel, la mélasse de grenade. Et même l'écorce a des vertus. L'écorce est conservée pour certaines tisanes, je pense. Tisane, pour colorer les cheveux. Effectivement. Le fruit, on en fait cette mélasse qui sert dans les sauces, dans les vinaigrettes, partout. Oui. Et donc, on peut la manger telle qu'elle, à la place d'une confiture ou d'un sirop. Et donc, c'est un fruit qui a fait partie de la gastronomie orientale et donc de la gastronomie andalouse et maghrébine aussi. Ouais. Donc, mon petit doigt me dit que Myriam viendra souvent dans votre maison d'hôte pour s'abreuver de tout ce savoir. Parce que, est-ce que vous savez, Myriam, qu'elle a une très belle table d'hôte chez elle? Et donc, on peut se constituer en groupe, on peut être, je ne sais pas moi, des touristes potentiels pour apprécier la véritable gastronomie algérienne sur sa table. Ah oui, vous ne le saviez pas? Je ne suis pas encore venue, mais je prends rendez-vous. Avec plaisir. Pas plus tard qu'hier, vous aviez reçu un groupe, n'est-ce pas? Tout à fait. Hier, d'ailleurs, la vaisselle, je ne l'ai pas encore fait. Oui, à cause de nous. Mais à coup de pas, on vous a ramené très tôt ce matin. Voilà, on va la faire tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Pas grave. J'ai reçu donc un groupe de cardiologues qui sont venus manger chez moi après leur congrès. Ils sont venus manger chez moi. Bon, il y en avait qui étaient un peu sceptiques, cette maison, voilà, où on va manger. Et en fait, ils ont adoré. Ils ont constitué un menu et après, moi, je l'ai corrigé parce que la conception d'un menu, c'est toute une science. On ne peut pas concevoir un menu comme ça. Ah, j'ai envie de les épater avec ça. Je les épate aussi avec ça. Et alors que les choses ne marchent pas. Donc, il y a des règles de conception d'un menu. Donc, j'ai conçu un menu. J'ai gardé un ou deux trucs qu'ils voulaient. Par exemple, le bourek. Ils voulaient un bourek. Moi, je leur dis, le bourek, vous le mangez tout le temps. Mangez les choses que vous ne connaissez pas. Parce que la gastronomie algérienne, l'éventail des plats est très riche. Alors, allez-y, testez. Et comme ça, parfois, on n'aime pas. Mais moi, ce que je veux, je vous offre quelque chose et je veux que vous gardiez le nom au moins pour que vous sachiez que tel plat existe, même si vous n'aimez pas, parce qu'on ne peut pas tout aimer. Tout aimer, absolument, c'est vrai. Et donc, j'ai gardé le bourek, mais malheur, j'avais pas d'huile pour faire frire mes boureks. Qu'est-ce que je fais? Je les fais frire dans de l'huile d'olive. Ah, voilà. Ah, oui. Et j'ai rien dit. Alors, je leur sers les boureks. 10 minutes après, je reviens, je leur dis, je suis venue vous avouer quelque chose. Oui, quoi? Ils se sont dit, elle nous a donné quelque chose de pas bon à manger. Je leur ai dit, est-ce que vous avez aimé le bourek? Ils m'ont dit, oui, il est parfait. Je leur ai dit, ben, il est frit à l'huile d'olive. C'est pour montrer aux gens
Il ne faut jamais dire, si on n'a pas la connaissance scientifique, l'huile d'olive cuite n'est pas bonne pour la santé. Non, l'huile d'olive est bonne. Non, elle est bonne. Il faut savoir Il ne faut pas la brûler uniquement, il faut savoir cuisiner. Il ne faut pas arriver au point de fumage. Et l'huile d'olive, son point de fumage est très élevé. Donc, elle nous donne la latitude de pouvoir l'utiliser. Et ce qui est grave, c'est que j'avais fait samsa pour le thé. Eh bien, je l'ai cuite aussi. Là, ça par contre, et comme c'est une salsa parfumée à la lavande, je me suis dit, la lavande va submerger couvrir. Eh bien, ça a très bien marché. Bravo. En tout cas, a très bien marché. Mais je voudrais aussi vous parler du plat que j'ai servi. Allez-y. Il m'avait demandé du cœur farci. Je lui ai dit, vous êtes cardiologue, vous voulez manger du cœur? Ça ne marche pas. Non, je ne vous le ferai pas. Non, je ne l'ai pas fait parce que pour avoir 12 œufs, parce qu'ils étaient 12, pour avoir 12 cœurs frais, ce n'est pas possible. Donc j'aurais dit, c'est un plat qu'on ne peut pas faire pour un grand nombre, il faut que ce soit des petits nombres. Et j'ai décidé de leur faire la tedra. La tedra est un plat de l'Est algérien. Tedra, le mot tedra, c'est comme tagine. Tagine, c'est le contenant et le contenu. Tedra, c'est le contenant et le contenu. C'est un gros saladier en frare. Et on cuit dedans pendant des heures des éléments. Et on les cuit dans quoi? Dans du jus d'orange. Donc c'est un plat d'hiver. Mais comme j'avais de l'orange dans mon congélateur, je l'ai utilisé hier. Il n'y a pas encore d'orange en ce moment. Et donc, c'est de la viande qui cuit à feu très très doux pendant des heures dans du jus d'orange avec quelques épices. Et après, on rajoute en général des topinambours. Topinambour orange, ça doit être une tuerie, comme on dit. Voilà. Communément. Mais comme il n'y en a pas encore, le topinambour, c'est un légume d'automne. De fin d'automne. Fin d'automne, comme le sfargel et tout, voilà. Ça bien installé. Donc, je me suis dit, avec quoi je vais remplacer le topinambour? Et j'ai fait des spaghettis de carottes. Ils ont adoré. Ils m'ont dit, quand vous avez dit que ça allait être cuit dans le jus d'orange, on s'est dit, elle va nous servir un plat sucré. Mais en fait, ce n'était pas du tout sucré. Ça avait un goût très, très intéressant. La viande. C'est très recherché, surtout. Voilà, très recherché. Mais ça, c'est un plat ancien algérien. Moi, je suis en train de déterrer des recettes et de les montrer aux Algériens, de leur dire c'est délicieux et c'est raffiné. Tout à fait. Alors, soyez fiers de votre gastronomie parce qu'elle est raffinée. Nous avons toujours eu une gastronomie. D'ailleurs, nous sommes le seul pays du Maghreb où nous avons 3 couleurs. La sauce jaune, la sauce rouge et la sauce blanche, alors que dans d'autres pays, c'est monochrome. Oui. Donc voilà, je dis d'autres pays pour ne pas citer. Oui. Voilà, donc il faut en être fier, mais il faut se donner la peine d'aller les chercher, ces recettes, de les connaître et de les faire. En fait, ce ne sont pas les recettes qu'on va retrouver dans cet ouvrage que nous avons présenté ce matin, Mémoire culinaire d'Algérie, donc histoire de recettes. Oui. C'est vraiment l'histoire et le cheminement. Oui. Le cheminement donc, de ces recettes à travers le temps. Donc c'est un véritable voyage à travers l'histoire et qui nous permet quand même de découvrir toute la richesse de cet héritage, n'est-ce pas? Oui. Donc c'est aux éditions ANEP pour ceux qui voudraient découvrir davantage l'univers de notre invité d'honneur aujourd'hui, Mme Yasmina Selem, marhaba bik encore une fois. Et merci donc de nous avoir fait voyager autant que Zidoul Hawes ici présent, donc qui sillonne le CITEV. On va d'ailleurs revenir au CITEV par le reportage dans un petit instant. Mais en fait, quel est votre programme imminent pour justement cette saison? Est-ce que vous revenez au sud ou pas? Oui, bien sûr. C'est la saison des orages et du Grand Sud. Hein. Tout à fait. Ça commence. Hein. Oui, mais quand les orages seront vraiment froids, donc on va peut-être se rabattre sur les destinations chaudes, le sud. Justement, les Algériens, tellement ils ont passé un été chaud, ils demandent le froid. Hein. Ah oui, le froid, c'est vertueux. Alors, donc, on a deviné, donc vous allez continuer sur la lancée, être carrément dans les hauts plateaux pendant la saison. Oui. Parce que c'est pratiquement, prochainement, le froid commence la nuit actuellement, c'est fait très fort. Mais revenons aux Grenades, parce qu'on a une tradition dans les orages. Hein. Oui. Parce que c'est la période des labours. Le labour, avant de commencer, sa femme ou sa fille casse une grenade sur l'outil du labour. Oui.
C'est une bonne année parce que c'est un symbole de fertilité, d'abondance. C'est un symbole d'abondance et de fertilité parce qu'il y a toute cette multitude de grains à l'intérieur. Exactement, voilà, c'est le nombre qui fait d'elle. Parce qu'une mosaïque au musée de Tinga, une grande mosaïque, ça, plus grande.